Salut, bienvenue sur notre chaîne Annie Boitou chez vous. Aujourd'hui, ce programme, c'est vraiment particulier parce que j'ai interviewé une personne que je connais personnellement. C'est un Congolais issu de la diaspora qui a écrit son premier livre. Plus de suspense, voici les livres. Il s'agit de la fonction Cobbs Douglas Kachale de Christopher Ilunga Kachale Diboué. Waouh! Voilà, donc c'est vraiment avec beaucoup de joie que je vais vous présenter ces livres. Comme je disais, c'est vraiment un Congolais de la diaspora qui est professeur en économie et qui a voulu partager son savoir à travers ses livres. Donc aujourd'hui, on va parler des mathématiques et d'économie. Quelqu'un qui doit se dire, ouïe, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ne vous inquiétez pas, j'ai posé les bonnes questions. Donc l'économie n'aura plus de secrets pour vous. Ici, de quoi on a parlé? Premièrement, on a parlé de Dubaï parce que tout le monde sait que Dubaï était un désert. Hein. Mais aujourd'hui, tout le monde va à Dubaï, c'est l'Eldorado. Et là, Christopher nous explique que Dubaï a appliqué aussi cette méthode. Nous avons également parlé de la diaspora. Vous savez, la plupart de la diaspora, on travaille, on a acheté nos maisons et on voudrait aussi investir au pays. Et là, l'auteur nous donne quelques clés également par rapport à l'investissement au pays. Et ensuite, il y a quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. J'ai dit, notre communauté, la plupart, nous sommes des lecteurs de la Bible et il y a un verset qui nous appelle à nous multiplier, à être féconds. Et j'ai l'impression que notre communauté, on se multiplie, mais c'est plutôt au niveau des enfants. Qui est une bonne chose, bien sûr. Mais ici aussi, j'ai lui posé la question, j'ai dit, mais pourquoi notre communauté nous ne multiplions pas aussi au niveau de nos business? Je donne l'exemple McDonald's, KFC, DLS, Carrefour. C'est au plus tu te multiplies, tu te reproduis et là tu deviens vraiment un vecteur de richesse, un créateur de richesse. Et là, il nous explique aussi comment faire pour que quand tu fais ton business, ça puisse se reproduire. Genre que tu as un restaurant ou bien un café, que ça ne reste pas seulement à un seul restaurant ou à un café, mais bien au contraire à la reproduction. Donc voilà un peu les programmes, les menus qui est super intéressant. Donc restez, regardez jusqu'au bout pour avoir tous les clés. Et encore, je vais vous dire, si vous voulez vraiment soutenir cette chaîne, je vous invite à aimer, à partager et à vous abonner. Alors moi, qu'est-ce que je vous dis? Bonne lecture et bon programme. C'est tellement intéressant ces livres. Moi, j'ai une question par rapport à Dubaï parce que tout le monde va aller à Dubaï. On sait il y a quelques années, c'était les déserts. Maintenant, tout le monde va aller à Dubaï. Ma question est simple. Est-ce que la Dubaï a aussi appliqué la fonction Cobbs Douglas? On va ajouter Kachale aujourd'hui. Tout à fait. Oui. Alors, la fonction Cobbs Kachale a pour ambition d'expliquer l'économie mondiale, c'est-à-dire pays par pays. Et donc, dans mon livre, on parcourt chaque pays, comment ça évolue. Prenons le cas de Dubaï, qui est la capitale des Émirats Arabes Unis, et le pays d'à côté qui est aussi Qatar, qui a justement accueilli la Coupe du Monde en 2022. Pourquoi ces pays ont-ils émergé? Comment ils ont fait? Simplement, l'Émirat, les Émiratis, ils ont compris au fait que on est dans un système de mondialisation. Donc quand vous n'avez rien, quand vous n'avez que le désert, vous allez essayer de trouver des accords de coopération avec des pays, en l'occurrence occidentaux ou même chinois, en disant, nous, comme chaque État, on va créer les conditions favorables pour que des investisseurs chinois, américains, anglais ou français, avec chacun leur expertise, viennent construire. On va dire, voilà, si vous construisez par exemple un hôtel à Dubaï, vous êtes chinois, vous êtes un opérateur chinois, un opérateur anglais ou américain ou ceci, la fiscalité va être faible. Le de payer des impôts comme en France ou en Belgique à 30 ou 40%, c'est peut-être payé que 10%. On va faire une sorte de ce qu'on appelle un dumping fiscal, mais qui n'en est pas un au départ parce qu'on n'a pas de richesse. Donc on va attirer des investisseurs en disant, quand vous investissez chez nous, vous allez faire de l'hôtellerie par exemple,
de la construction, par exemple, vous allez avoir des clients qui vont venir de tous les horizons, de tous les pays du monde, et votre fiscalité, c'est que vous devrez payer à l'État, sera plus faible que si vous faites un hôtel en Chine. Vous créez ce qu'on appelle un avantage concurrentiel. Un avantage, c'est-à-dire un avantage que vous avez, ici en l'occurrence fiscal, que d'autres pays n'ont pas. Et donc, quand vous créez des perspectives de profit pour des entrepreneurs, pour les investisseurs, vous allez les attirer. Ce qu'on appelle en économie de l'attractivité dans le business. Et donc, il va y avoir un premier hôtel, un deuxième, un troisième. Et quand il y a des hôtels, il y a des restaurants qui vont avec, il y a des petits commerces qui vont avec. Et donc, les entrepreneurs sont attirés par ce pays, par les conditions que l'État a créées. Et lorsque vous créez des infrastructures de telle sorte, non seulement ça va attirer d'autres entreprises, mais en plus, vous allez créer du tourisme. Voilà, par exemple, que la diaspora congolaise ou les Congolais dans son ensemble vont prendre leur billet d'avion pour aller faire du tourisme à Dubaï, pour acheter des sacs, pour acheter des parfums, pour acheter des produits, parce que c'est pas taxé, parce que c'est des qualités et parce que ça leur permet de le revendre moins cher. Dubaï a un intérêt, pourquoi? Parce que quand vous payez le billet d'avion, vous payez des taxes dans le billet d'avion qui va revenir à l'État de Dubaï. Donc, ça va accroître leur recette fiscale. Quand vous arrivez à Dubaï, vous allez vous loger dans les hôtels, vous allez consommer dans les restaurants, vous allez faire des visites touristiques. Chaque euro, chaque devise que vous dépensez à Dubaï, c'est un mécanisme qu'on appelle par la balance des paiements, par la balance commerciale. Le fait de dépenser, de consommer sur place, c'est des richesses en plus pour les commerçants qui sont à Dubaï et pour l'État de Dubaï qui va récolter plus de recettes fiscales. Et donc, vous créez ce qu'on appelle un cercle vertueux. Le fait d'être attractif pour les investisseurs, pour les entrepreneurs, le fait d'être attractif pour les touristes, ça va créer de la consommation sur place, des recettes fiscales sur place. L'État a plus de revenus, l'État va réinvestir dans les écoles, dans les hôpitaux. Et quand vous êtes à Dubaï, vous n'avez pas de souci pour dire je peux vivre à Dubaï, mes enfants pourront aller à l'école de qualité parce que l'État a investi grâce aux recettes fiscales et ils pourront se faire soigner de qualité parce que l'État va attirer des médecins et on revient sur les secteurs non marchands, des infirmiers, des aides-soignants de qualité qui vont venir avoir un meilleur salaire à Dubaï et qui vont pouvoir offrir un service de soins de qualité aux touristes et à la population de Dubaï. Voilà comment le Qatar et les Émirats arabes unis sont sortis un petit peu du désert. Ils sont devenus de grands centres urbains, mégalopoles internationaux où il y a du tourisme, où il y a du business, où il y a de la finance. Donc la COP du Glace-Cachalé explique tout cela. Explique un petit peu cette rigueur économique, cette recherche de l'efficacité, qui est la meilleure efficacité que je peux avoir avec les ressources limitées. Comment je peux créer plus de richesses. On appelle ça de la maximisation sous contrainte de ressources, sous contrainte de ce qui est disponible sur le territoire, qui permet de créer plus, de réinvestir et de créer un cercle vertueux. Et donc, le rôle d'un État dans l'économie, pour simplifier, pour être un petit peu accessible à tout le monde, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on commence par la simplicité. Si on réussit déjà dans la simplicité, on peut réussir donc, quand ça devient un peu plus complexe. Le rôle d'un État, un État digne de ce nom, c'est de créer les conditions favorables. Lorsque l'État pose les conditions favorables en termes de visa, en termes de séjour, en termes de fiscalité, alors ça attire des gens qui vont venir créer de la richesse chez vous et l'État va gagner encore plus de recettes fiscales. Donc, ça s'appelle un État développeur. Lorsque, à l'inverse, l'État complique en termes de visa, par exemple, comment expliquer que la RDC, qui est un pays encore dans la pauvreté, dans la misère, ont des visas et des passeports qui sont très chers, alors que ça devrait être l'inverse. Donc, vous n'avez pas un avantage compétitif lorsque vous êtes un pays pauvre, encore dans la poussière, mais que vos tarifs sont très élevés, plus que les Américains, plus que le tourisme américain, le visa américain ou le visa marocain ou le visa espagnol ou le visa de Dubaï ou de Qatar. Donc, vous n'avez pas un avantage par rapport à ces pays-là parce que vous êtes déjà pauvre et vos prix sont très élevés. C'est comme si vous achetez de la camelote à un prix très élevé. Et donc, ça n'attire pas grand monde à part ceux qui se font, ce qu'on appelle les attrape-nigauds, ceux qui se font avoir dans votre système et sur qui vous bouffez l'argent. Mais lorsque vous avez affaire à un marché mondial, vous n'attirez que des gens. Il faut pouvoir attirer des gens par rapport à ce que vous avez à leur offrir. Et les prix que vous fixez doivent être attractifs pour eux.
en termes de visa, en termes de procédures, en termes de taxes que vous allez avoir à payer. Il faut d'abord que les gens viennent, qu'ils y investissent, qu'ils y consomment, et seulement après, vous pouvez augmenter les prix. Mais vous ne mettez pas des prix chers lorsque vous avez quasiment rien à offrir en termes d'infrastructure à des investisseurs ou à des consommateurs. Et voilà comment ce livre explique tout cela. Tout à fait. Waouh. C'est vraiment génial, hein. Franchement, je suis épatée. Je vais commencer à aimer l'économie, je pense. Vous m'envoyez ravi. Et encore, voilà. Au restaurant, pourquoi on dit par exemple les mamans congolaises qui préparent très bien, qui ont un restaurant qui fonctionne bien, ne se limitent qu'à un seul restaurant, alors que lorsqu'on prend par exemple des fast-food américains comme Burger King, comme McDonald's ou même comme Quick, ces entreprises arrivent à produire au niveau national, à avoir plusieurs restaurants et à pouvoir exporter leur savoir-faire, leurs produits, Big Mac par exemple, qui est connu au niveau mondial. Et pourquoi par exemple les restaurants des mamans congolaises restent limités à un quartier, je prends le cas Matongé, et vont avoir un peu de bénéfices, mais vont se limiter simplement à ce bénéfice-là, se rémunérer eux-mêmes et payer 2-3 employés. En fait, ici, la COP de Kachale va expliquer en fait qu'on peut rationaliser les méthodes de production, les méthodes de savoir-faire au sein du restaurant. On va dire, voilà, à quel moment, par exemple, un employé est-il plus efficace? Est-ce qu'il est efficace en arrivant à midi et en partant à 20h? Est-ce qu'il est efficace en arrivant à 10h et en partant à 16h? Est-ce qu'il est efficace en prenant 2 heures de pause ou est-ce qu'en prenant une demi-heure de pause? Est-ce qu'il est efficace avec un salaire, admettons, de misère, $10 de l'heure? Ou est-ce qu'il y a-t-il pas un salaire déficient? Salaire déficient, c'est-à-dire un niveau de salaire qui va le motiver pour se donner à fond et être plus efficace. Donc, il y a un salaire de déficience. Ce sera peut-être pas 10 euros de l'heure, ce sera peut-être 15 euros de l'heure. Donc, si on comprend ça, on va pouvoir rémunérer l'employé avec le bon salaire qui va le motiver. On va pouvoir utiliser son emploi du temps à bon escient pour qu'il soit plus rentable, plus productif. On va pouvoir avoir une rigueur de gestion lorsqu'il y a des bénéfices qui rentrent pour un petit restaurant. Quels sont en fait ces bénéfices? Est-ce qu'on s'achète des vêtements de luxe? Est-ce qu'on s'achète des bijoux? Est-ce qu'on prend un billet pour aller à Dubaï ou en Chine pour dire mon restaurant fonctionne, ma vie est belle et donc je vis bien? Ou est-ce qu'on va utiliser ces bénéfices pour réinvestir, pour moderniser par exemple les équipements du restaurant, pour faire des campagnes de marketing pour attirer plus de clients, pour avoir, lorsqu'on fait une commande au restaurant, être servi en temps et en heure et non pas en retard, pour ne pas décourager des futurs clients, pour pouvoir, comment dirais-je, créer un deuxième restaurant et puis un troisième et voir s'exporter. Donc il y a des compétences au sein par exemple de entrepreneurs, mamans congolaises, restaurateurs, mais elles créent un peu de bénéfices pour elles-mêmes, mais elles n'ont pas les méthodes les plus efficaces pour pouvoir créer encore plus de bénéfices, avoir encore plus d'employés, ouvrir encore d'autres restaurants et investir et faire des campagnes de marketing pour que leur restaurant soit connu au niveau national et international. On prend le cas aussi des salons de coiffure. On a dans les mamans ou jeunes filles congolaises ou africaines des gens qui sont très talentueuses, qui savent faire des coiffures de toutes sortes. Et là, c'est une richesse, c'est une compétence, c'est un savoir-faire, c'est un avantage compétitif par rapport à d'autres qui ne savent pas faire les coiffures africaines. Pourquoi alors elles vont se contenter d'un seul salon de coiffure avec quelques clients, assez d'argent pour payer leur loyer, pour payer la scolarité de leurs enfants et pour faire 2-3 voyages lorsqu'elles ont besoin de faire un voyage? Pourquoi ne fructifie pas-t-elle leurs bénéfices? Pourquoi n'ouvrent-elles pas d'autres salons de coiffure? Pourquoi n'exportent pas leur savoir-faire au niveau international, avoir des chaînes de salons de coiffure? Parce que là aussi, il va manquer de la méthode, il va manquer de la rigueur. On emploie des gens, mais on ne sait pas à quel moment cette personne est la plus productive. Est-ce qu'elle est productive en travaillant 16 heures dans la journée? Est-ce qu'elle est plus productive en travaillant 8 heures dans la journée?
À quel moment de la journée est-elle productive? À quel moment elle coiffe plus de gens? À quel moment son savoir-faire va attirer d'autres clients? Est-ce que je la paye un salaire de misère? Elle va faire le minimum en disant avec ce salaire-là, je paye mon lait, je m'arrête. Ok. Est-ce que je vais augmenter un petit peu les salaires pour attirer les meilleurs talents dans mon salon de coiffure pour qu'elle coiffe plus de gens, pour qu'il y ait plus de rentrées financières et la propriétaire du salon de coiffure va prendre ce supplément de revenus, de bénéfices, non plus pour s'habiller en mode bling bling et s'acheter des bijoux en mode bling bling et voyager en mode bling bling. Elle va dire, je peux le faire, mais je vais réduire des dépenses un peu futiles. Je vais réinvestir mes bénéfices. Je vais d'abord payer mes impôts pour ne pas avoir des dettes fiscales de l'État. Parce que si vous avez des dettes fiscales, même si vous faites beaucoup de bénéfices, à un moment donné, l'État va venir se servir en disant, vous avez des retards dans la fiscalité, je vous ponctionne cet argent et vous ne savez plus le réinvestir ailleurs. Vous payez vos dettes fiscales en temps et en heure pour éviter les amendes de retard. Vous réinvestissez une partie de ces bénéfices dans l'achat d'équipements du salon. Tout à fait. Des équipements beaucoup plus modernes, des équipements beaucoup plus confortables. Vous mettez vos clients à l'aise. Vous le recevez avec une tasse de café, avec le sourire. Vous faites travailler vos employés avec un nombre d'heures, comment dirais-je, pas trop chargé dans la journée pour qu'elles s'épuisent ou qu'elles travaillent en ralenti, mais peut-être 4 heures, peut-être 6 heures, peut-être 8 heures, où c'est purement de l'efficacité, purement de la productivité, purement des têtes qui sont coiffées, on va dire, avec la qualité qui va avec, qui permet que l'employé soit productif, que les clients soient satisfaits, que les bénéfices que vous générez vous permettent de réinvestir dans un deuxième salon de coiffure, dans un troisième, et aussi s'internationaliser si besoin. Dans la COP du Classe Cachalé, la science économique répond à ces questions, répond à ces problématiques. Elle essaie de comprendre comment une entreprise, quel que soit son secteur d'activité, est la plus efficace possible. On parlera de maximisation sous contrainte. Sous contrainte de mes ressources, sous contrainte de mes compétences, sous contrainte de mon budget, comment est-ce que je vais pouvoir créer un maximum de richesses, de bénéfices qui vont être réinvestis. Et le secret, c'est le réinvestissement. Souvent dans les business africains, maman congolaise, puisqu'on prend cet exemple-là, les bénéfices générés est consommé immédiatement, n'est pas épargné, n'est pas réinvesti. Le capitalisme, le secret du capitalisme, c'est le fait non seulement de générer des bénéfices, mais surtout de les réinvestir. C'est ça le secret qui permet d'avoir un salon, 2 salons, 3 salons et de s'exporter. Voilà, Christopher, merci pour cette interview. Alors, moi, je vous invite vraiment à vous procurer ces livres, à aimer l'émission, à partager et à vous abonner sur la chaîne. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? Bon programme, peace and love. Vive l'économie.